Alors là, on va faire une petpetite aparté sur quelques séries et mangas, donc assez récentes, notamment sur la première et sur celle dont tu vas parler. Moi, je propose de faire d'abord une petite aparté sur Cobra Kai. Après, je parlerai un petit peu de deux mangas. Un qui est un peu âgé, qui date de 2013, qui s'appelle Chunibyo, et un qui est plus récent, disponible sur Amazon Prime, qui s'appelle, on va dire, Otaku, ou plutôt It's Hard to Love an Otaku. Je ne dirai pas le nom en japonais. Et après, Fabien, lui, va nous parler plus de Warrior. Alors, on va commencer peut-être sur du Cobra Kai d'abord. Ouais. C'est le plus récent sur Netflix. Donc, saison 3 disponible depuis, on va dire... un peu moins d'un mois, quelques semaines. Saison 3, ma foi, assez intéressante sur Netflix où, je te rappelle, saison 2, Miguel venait de se faire exploser la colonne vertébrale dans une baston générale dans un lycée. Et là, maintenant, c'est toutes les répercussions donc, de cette bagarre. Et là, donc l'équipe des Cobras et l'équipe du Miyagi-Do qui commencent à avoir une grande rivalité. Et on revient un peu là-dessus donc, à la saison 3 où on voit un peu les tenants et les aboutissants de toute... cette tension qui avait monté pendant 2 saisons. Alors, il y a une question, c'est parce qu'on voit, on voit les trailers et les pancartes promotionnelles, on va dire, la publicité. Mais apparemment, il y a une emprise du retour de je sais plus, de Riz, qui est joué par Martin Kove. Est-ce que cette emprise, elle est bien présente dans la saison 3 ? Et ben justement, donc dans la saison 3, ce que je t'avais dit, tu vois, dans la saison 1 et la saison 2, il n'y avait pas vraiment d'antagonistes. C'est-à-dire que c'était deux personnes qui avaient leur propre philosophie, vision des choses, etc. Et tu pouvais pas prendre parti pour l'un et pour l'autre. Et ben là, dans la saison 3, tu vois carrément ce qui va arriver jusqu'à la fin de la saison. Et là, tu prends carrément parti pour le Miyagi-Do et donc Johnny Lawrence qui se retrouve sans dojo. Parce que Riz a fait la main basse sur le dojo Cobra Kai. Et là, voilà, c'est technique de salopard pour enseigner le karaté à ses élèves. Puis la loi du plus fort, où le plus fort écrase le plus faible. Parce qu'en fait, le personnage de Johnny commence un petit peu à détester cette philosophie de frapper le premier. Johnny évolue. Donc, tu vois, il a évolué pendant 2 saisons. Et en fait, Riz, je t'avais dit, il manque un antagoniste. Donc Riz devient le méchant de la série en n'évoluant pas. C'est-à-dire que lui, il évolue pas. Son principe, c'est frappe fort, frappe en premier, soit sans pitié. Là, c'est clair, lui, c'est son indo, c'est ça. Il était complètement caricatural dans les premiers films. Et là, il redevient complètement caricatural. Tu t'apprends juste que c'est un ancien des bérets verts qui a fait le Vietnam, où il a vécu des choses dramatiques au Vietnam, mais ça excuse pas le fait qu'il se conduise comme ça. Est-ce que les épisodes, ils sont constants ou il y a certains épisodes qui sont faibles dans la saison ? Comme dans toutes les séries, on va dire, pour adolescents, parce que là, on n'est plus le public ciblé. C'est assez inégal. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te fais un peu chier, il y a des moments où il y a des gros enjeux, et puis tu sais que, là, je vais un peu spoiler la saison, mais tu sais que Johnny et Daniel, ils vont collaborer pour essayer d'endiguer le problème Cobra Kai. Est-ce que c'était pas un petit peu téléphoné, cette histoire ? Complètement. De toute façon, tu voyais que ça prenait cette distance-là dans les 2 premières saisons. Et là, il y a alors ça devient des revirements de situation parce que voilà, le fils de Lawrence, il se retrouve en prison parce que c'est lui qui a envoyé Miguel par-dessus la rambarde. Donc du coup, voilà, lui il se retrouve en prison, donc il se retrouve plus ou moins abandonné et par son père et par Daniel. Alors pour faire chier le monde, lui du coup, paf, il va aller signer chez Chris. Voilà, donc nouvel antagoniste. Après Miguel, il ressort avec la fille de Daniel, donc voilà, ça devient pas un héros mais presque. Donc lui il doit se reforger, c'est-à-dire qu'il est paralysé, il doit après réapprendre à marcher, des trucs comme ça. Donc réapprendre les bases du karaté, il faut qu'il arrive à s'en sortir, à se dépasser. La fille de Daniel Larusso, il faut qu'elle arrive à surmonter son traumatisme parce qu'elle s'est fait quand même tabasser et blessée par l'autre fille. Encore des histoires de coucherie d'adolescents, tu vois. Ouais. T'avais des personnages où t'avais commencé à apprendre à les connaître et à les apprécier. Et là, en fait, voilà, ça devient tu tombes dans la caricature de certains personnages, ça devient juste des connards. Voilà, juste des connards. C'est tout. Alors du coup, voilà, tu commences à détester certains personnages, mais du coup, tu comprends juste que comme c'est des connards, faut les neutraliser, c'est tout. Donc c'est un peu dommage parce que t'as plus la saveur de découvrir des personnages parce que tu les connais déjà. Donc maintenant c'est le dénouement et la nostalgie voilà qui arrive et puis voilà, c'est tout. Il joue sur la nostalgie parce qu'il y a quand même Daniel qui retourne à Okinawa pour renégocier des termes de son contrat de truc automobile parce que comme c'est son dojo qui est tenu pour responsable de ce qui est arrivé dans le collège, donc du coup il doit se refaire une réputation parce que plus personne veut passer par lui pour vendre des voitures. Et puis voilà, là ça joue sur la nostalgie, donc il rencontre tous les personnages de Karate Kid quand il est au Japon, quoi. Même l'ennemi quand il s'est battu à mort avec, qui devient... Dans le 2, là, quand ils sont dans une espèce de... Exactement, d'arène, là. quand ils font le combat à mort, et l'autre il revient, et puis il se venge de Daniel, c'est-à-dire qu'il lui fait poète au nez, quoi. C'est-à-dire qu'il le bat et il lui fait poète au nez, et après c'est les meilleurs copains du monde. Et il lui apprend que le Miyagi-Do, c'est pas de la self-défense, c'est pas que de la self-défense, donc il lui apprend des techniques offensives. Voilà, et puis donc du coup c'est la seule évolution de personnage. Et après, Miguel, lui il se retrouve à
à être au dojo Miyagi pour se reforger, mais sachant qu'il a une dévotion immense envers son sensei, donc Johnny Lawrence. Après, il y a l'aigle qui tourne sa veste, tu sais pas d'où ça vient. Voilà, parce qu'il C'est pète, qui l'aigle, tu peux rappeler? C'est le mec qui a une crête voilà, qui se fait appeler l'aigle. Donc c'est un Cobra Kai, et puis à la fin il retourne au Miyagi-Do, mais ça sort de mon cul, quoi. Il défend son camarade qui va se faire péter le bras alors qu'il venait de lui péter le bras juste avant, et puis ça sort de nulle part, N'importe et puis quoi. voilà, il tourne sa veste, et puis paf, il rejoint le Miyagi-Do. Et puis à la fin, c'est Johnny Lawrence et Daniel LaRusso qui sont co-entraîneurs, on va dire, du club de karaté. Et tu sais que pendant la saison 4, ça va être la rivalité entre Johnny et Daniel qui va devoir s'effacer pour faire face à une menace qui est Kreese. Ouais, moi c'était super attendu. Hein. De toute façon, on n'a jamais caché que le potentiel de la série, c'était avant tout nostalgique. Hein. C'était de ramener les fans, quoi. De toute façon, là, la saison 3, ça surfe encore plus sur la nostalgie qu'avant. Donc s'il n'y a pas un épuisement du truc, quoi, déjà à la saison 3, est-ce qu'on n'aurait pas dû arrêter, quoi? Je pense qu'ils vont arrêter à la saison 4, en tout cas c'est les rumeurs qui courent, mais enfin tu sais, hein, les vaches à lait que sont les spectateurs, dès qu'on peut les traire ça un marche, peu plus... parce qu'il y a quand même, elle a quand même bonne presse, cette série, quand même. Elle est quand même bien réalisée. Mais pareil, hein, tu prends la saison 2, à la fin c'était baston général, saison 3 à la fin c'est baston général. Donc c'est copier-coller, c'est juste que là ils sont plus au collège, mais ils sont dans la maison de la Rousseau, quoi, en train de tout péter et de se bastonner. Puis je te dis, là il y en a, ils changent de camp, mais ça sort de n'importe où. Voilà, te pose pas de questions, quoi. Moi j'ai une petite question, c'est au niveau des chorégraphies. Est-ce que tu sens que c'est chorégraphié? Est-ce que tu sens que c'est un peu léger au niveau des combats, et que c'est filmé, mais on montre du karaté, mais pas trop, quoi? Bon, t'as déjà vu des Super Sentai? Ouais. C'est pareil. Ah, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, quoi. Il n'y a pas de goutte de sang, il n'y a pas de... il passe à travers des meubles, les trucs en verre, mais il n'y en a jamais un qui saigne. Ouais, il n'y en a jamais un qui se casse le dos, quoi. Les seuls qui saignent, c'est toujours Johnny et... Daniel. Et non, Daniel, non. Voilà, lui, il maîtrise la situation. Donc il saigne pas, mais c'est toujours Johnny qui en prend plein la gueule. Ouais, c'est un peu light au niveau des combats, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est light. Même à un moment, ils se battent à deux contre Reese, et puis même c'est light. Même Reese, t'as l'impression que, c'est des arts martiaux, mais un petit peu de vieillard, quoi. Il est vieux, il a quand même 80 ans, je crois que même que l'acteur doit pas il y a agi et Martin Cobb. S'il a fait le Vietnam déjà, c'est qu'il est vieux, mais veut dire t'as un peu de mal. L'acteur lui-même, ça n'a jamais été une tête de... Ça a été un acteur de gros bras, tu sais, il faisait des rôles de gros bras, parce que je l'ai vu dans Rambo 2 par exemple, mais ça n'a jamais été un acteur comme, on peut dire, comme, je vais dire, ces gros bras des années 80, style Van Damme ou Bolo Young, ou qu'est-ce que je peux citer aussi, il y a plein de cogneurs qui ont fait les petites, mais c'était vraiment des gens qui venaient des arts martiaux, tu sais, un peu comme Scott Atkins, ou qu'est-ce que je pourrais dire aussi, j'ai plein d'exemples, mais voilà, quoi. Là, tu vois, tu parles de cogneurs, quand Johnny se bat contre Reese, c'est vraiment du truc de cogneur, ils se mettent sur la gueule. Ouais. Et après, quand t'as Daniel qui arrive à la fin, ça fait moins cogneur, ça fait plus... Technique. Ouais, ça fait Karate Kid, quoi, c'est-à-dire plus de l'esquive. Et puis qui te sort une technique de mon cul, quoi. C'est-à-dire c'est un peu léger, Karate Kid. Il paralyse Reese avec une technique de qu'il l'a vu une seule fois, il sait la reproduire. Putain, c'est Sangoku, le mec. Il a vu une technique, il sait la refaire. Ah, pour toi, c'est la plus grosse faiblesse de la série, quoi, cette histoire. C'est parce que, tu vois, c'est l'inconvénient, c'est que c'est déjà vu. Quand tu regardes la saison 2, tu regardes la saison 3, tu dis, bon, tout ça, c'est déjà vu. Déjà vu. Toi, t'as quand même regardé les 3 saisons. T'es quand même resté jusqu'au bout. Je vais regarder la 4ème, juste pour voir comment ça termine. Mais c'était pour l'histoire, pas vraiment pour le côté rivalité martiale, quoi. Non, puis moi, ce que j'avais bien aimé dans la première et encore dans la 2e saison, les personnages, ils te montrent que c'est pas des gentils et des méchants, c'est des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont un développement et puis ils doivent se trouver, se chercher, du coup tu t'attaches aux personnages. Et quand tu prends la saison 3, c'est d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Ça devient trop blanc et noir, du coup il y a moins de zones grises et du coup tu te fais chier, tout simplement. Ouais, c'est ça, dès que t'as les stéréotypes, ça baisse de qualité tout de suite, ça doit être ça à mon avis. Ça baisse d'intérêt, parce que la qualité pour moi elle est quand même présente. Est-ce que ça n'a pas été alourdi justement cette espèce de stéréotype par l'arrivée de Reese, qui est quand même une grosse brute sans nuance, quoi. Ce que je te disais encore de la saison 1 et de saison 2, c'est que tu sentais que Johnny c'était la grosse brute au début, c'est-à-dire qu'il avait fait comme ça tout le temps, donc il faisait pareil, mais comme tu vois évoluer, qu'il commence à tourner comme quelqu'un de plus réfléchi, tu te dis il manque un méchant. Alors du coup ils ont dit on va ramener Reese, voilà, méchant, Reese. Au lieu d'en créer un nouveau, quoi. Ouais, ou de toujours continuer dans l'ambiguïté. Et là maintenant non, c'est Johnny gentil, Daniel gentil, Reese méchant. Nous devons battre méchant. Ils auraient peut-être pu ramener gros personnage d'ailleurs qui était joué par Thomas Ian Griffiths, qui est un acteur qui faisait vraiment des arts martiaux apparemment, et c'était je sais pas si tu te souviens dans le 3 là, celui qui avait les cheveux longs là. Ouais c'est ça, qui était habillé en noir là, qui en fait on croyait qu'il tenait avec Daniel, mais en fait il tenait avec Reese pour le ridiculiser. Donc ils auraient peut-être pu ramener ce personnage là, et puis ça aurait fait un petit peu moins fan de service, quoi. Je sais que dans la saison 4 ils vont ramener un personnage, mais on sait pas encore lequel, parce qu'on
voit juste Reese qui prend son téléphone, qui te dit tu te rappelles, tu me dois un service. D'accord. Donc on verra. Alors c'est peut-être un personnage là finalement. Ouais, qui- ou Duncan MacLeod. Ou Connor MacLeod. Highlander. Non, mais je veux dire, voilà, saison 3, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est plus ou moins un copier-coller de la saison 2. Ça reste un teen movie, donc je pense qu'on est à la fois la cible et à la fois pas la cible, c'est-à-dire qu'on surfe beaucoup, mais alors beaucoup sur la nostalgie. Par contre, on voit qu'ils ont eu plus de droits dans la saison 3 parce que tu vois beaucoup plus Maître Miyagi dans la saison 3 en flashback. Pat Morito. Ouais, et la qualité des images est mieux. Donc tu sens qu'il y a eu une négociation des droits pour te dire ouais, on va pouvoir le montrer. Et quand tu me dis les flashbacks, en fait c'est du recyclage des films. Des images des films. Donc ils ont été restaurés en fait. Oui, il y a eu du budget. D'accord. Parce qu'avant, ça faisait un peu. Saison 1, ça faisait un peu. Tu voyais que c'était des images des années 80, quoi. Il y a du grain, il y a du Je pensais qu'ils machin. auraient peut-être fait des films, des flashbacks avec Pat Morita qui serait plus vieux, tu sais, par exemple, avec Daniel, qu'ils auraient un petit peu rajeuni, tu sais. Non, ça vient toujours des films. D'accord, c'est du rappel, quoi. Ouais, c'est du rappel, du réchauffé. Bon, bah ouais, pas mal comme review pour la saison 3 de Cobra Kai. Et puis, dès que tu verras la 4, tu nous feras un petit signe. Ouais, l'année prochaine. C'est l'année prochaine, ouais. Pour la saison 5 des pots de Mais Calais. c'est vrai que moi, sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des reviews et qui sont généralement positifs. Voilà, quoi. Puis ils attendaient avec impatience cette troisième saison. Est-ce que tu veux parler un petit peu de manga maintenant Soit je pars sur des mangas, mais ça n'a plus rien à voir avec des films d'action. Peut-être que je peux enchaîner sur Warrior. Soit t'enchaînes sur Warrior, et puis je reviendrai sur les mangas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire D'accord. dessus, donc je vais conclure là-dessus. Après. On va continuer un petit peu dans les arts martiaux. C'est-à-dire que là, Warrior, à la base, c'est une série qui était produite par Jonathan Trooper, Justin Lin. Donc Justin Lin, on le connaît parce que c'est surtout il est très lié à la franchise Fast and Furious. Je le voyais un petit peu d'un œil négatif au départ. Puis, après, Fast and Furious, c'est vrai que la franchise s'épuise, mais c'est parce qu'ils sont partis dans une direction qui devient limite des films de science-fiction. Non, mais je veux dire, quand tu regardes Fast and Furious 1 et le 2, après ça va, quoi. Tokyo Drift, ça va déjà plus. Ah non, il est mais pas ça passe, hein, je veux dire. C'est naze. Dans le 1, c'est carrément Point Break, hein, c'est-à-dire le mentor et l'apprenti. T'aimes pas, toi, Point Break? Non, j'aime pas Point Break. Mais tu vois, t'as le mentor et l'apprenti qui cherchent à se comprendre l'un l'autre et il finit par comprendre, entre guillemets, son adversaire et pas à épouser sa philosophie dans le 1, mais à le comprendre, à le respecter. Et ça, c'est bien. Dans Fast and Furious 1 et 2, ça, c'est plutôt pas mal. Non, mais le 1 passe bien. Après le 2, on surfe un peu sur la mode, on commence à faire un peu du commercial. Il y a cette scène qui est complètement risible avec quand il passe en vitesse lumière, alors ça, j'ai trouvé ça débile. Ça me fait penser à pas Supercopter, mais avec la moto, là. Ouais. À tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique. Le mec, il va à 500 à l'heure, il n'y a pas un feu sur sa route d'ailleurs. Tu te souviens de cette scène-là? Donc ça fait vraiment tonnerre mécanique cette scène-là en plus. Mais je veux dire, dans le scénario, ça passe pas mal. Donc puis t'as Eva Mendes dedans, c'est déjà un bon point. Et puis t'avais un méchant qui était hyper caricatural d'ailleurs. Mais après, moi je trouve que ça part un peu en couille. Apparemment, quand Dwayne Johnson s'y est mis, apparemment ça a rehaussé un petit peu la saga d'après ce que j'ai entendu. Après, ça partit un peu plus sur... Enfin, on arrive à diverger sur Fast and Furious. Après, ça part plus dans l'humour parce que t'as quand même Statham, Johnson et Vin Diesel. Vin Diesel, non, il se prend quand même au sérieux. Ah, il se prend trop au sérieux dans ce film. Hein. Mais Johnson, il se prend pas au sérieux. Tu vois, Vin Diesel, moi je l'aime bien, c'est dans Les Riddick. Je trouve qu'il est hyper sobre, il joue bien le personnage de Richard Riddick, tandis que il se la pète, limite, mais ça reste correct, quoi. Par contre, dans les Fast and Furious, on voit qu'il veut être le maître du truc, il veut être seul maître à bord, et ça va pas, quoi. Moi, j'aime pas employer plusieurs fois le mot dans la même podcast, mais c'est des concours de beats, après. Mais totalement, mais bon. Parce que s'il y en a un qui reçoit un coup, il doit le redonner. C'est par contrat. Ouais. C'est-à-dire, si Diesel, il se prend 4 coups dans la gueule par Statham, il faut qu'il redonne 4 coups dans la gueule à Statham. Voilà, c'est par contrat, c'est comme ça. En plus, t'as plein de caméos. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, des caméos de Kurt Russell ou de Charlize Theron dans les films, tu vois. Ouais, c'est un peu dommage. Des acteurs qui sont plus ou moins bons dans d'autres films, quoi, tu vois, qui ont prouvé qu'ils étaient quand même assez intéressants. C'est vrai que après, t'as des scènes du style la poursuite en sous-marin ou celle d'un avion. Le coffre-fort dans les rues, là. Ouais, non, ou là, c'est horrible, ça. Quand ils poursuivent un avion, que si tu suis les trucs à 300 km/h, enfin, ça faisait l'île Marseille, quoi. C'est un grand aéroport. Hein. Non, puis après, ça a engrangé une mode, c'est-à-dire que maintenant, on a plein de téléfilms Fast and Furious, tout est série B avec des poursuites, quoi. On a une série animée, Fast and Furious. Oui, c'est sur Netflix d'ailleurs, il me semble. Netflix, Donc, petit aparté.
aparté sur Fast and Furious, parce qu'on parlait de Justin Lin, qui est entre autres, je crois, producteur et réalisateur. Pour une fois, c'est pas une aparté sur Star Wars. Et la troisième personne qui est impliquée dans le projet, c'est la fille de Bruce Lee en personne, c'est Shannon Lee, donc qui a décidé de lâcher un peu les droits des écrits de son père, vu que le scénario de Warrior était inspiré des écrits de son père. D'ailleurs, des écrits qui à la base étaient faits pour servir de support à la série Kung Fu, vu que c'était Bruce Lee dans les années 70, après son apparition dans Le Frelon Vert. Je sais pas, tu connais un petit peu Le Frelon Vert? Ouais, je connais. Ouais. Il jouait donc le rôle de Kato, et il avait proposé à la Warner de financer une nouvelle série qui le mettrait justement en valeur et qui s'appelait Kung Fu. Et justement, la Warner, il y a encore une espèce de racisme envers les Chinois dans cette du whitewashing, c'est encore d'actualité. Donc ils voulaient pas que Bruce Lee devienne le héros, donc ils ont recyclé son scénario et ça a donné cette série que moi je trouve pas terrible, Kung Fu avec David Carradine, quoi. Un peu plan-plan comme série. Ouais, tu l'avais déjà vu? J'ai vu quelques épisodes parce que ça date beaucoup, je devais être jeune quand je les ai regardés, mais je sais que je me faisais chier. C'était mou, puis au niveau des combats, c'était sous Tranxen, quoi. Ce que j'allais dire, tu compares un combat Carradine à un combat Bruce Lee dans ce que je vois, tu sens qu'il y en a un qui pratique mieux que l'autre, quoi. Carradine a peut-être fait des arts martiaux, dans ce film ça se sent pas, quoi. C'est plus cette série, du taijutsu ou du jujitsu que du kung fu. C'est la pratique de tu sais, de bouger les tai-chi. bras. Ouais. Quoique le tai chi peut être violent dans certains cas. Voilà, quoi. C'est un peu dommage de pas avoir eu cette série sur Bruce Lee. Puis après, de toute façon, c'est peut-être que s'il aurait fait cette série, il aurait pas fait tous les films, il aurait pas été aussi connu au Japon, en Chine, en faisant tous ces films qu'il a fait après, c'est-à-dire Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, sachant que Opération Dragon et Le Jeu de la Mort, par exemple. À l'époque, c'était tourné sous le manteau des fois. Hein. En plus, c'est des films hyper fauchés, quoi. Il fallait du culot pour le faire, quoi. Ouais. On n'a pas le truc, on n'a pas accès au lieu. Non, mais on tourne quand même, c'est pas grave. Il faut quand même avouer que les scénarios de Bruce Lee sont un petit peu basiques et que c'est le charisme du mec qui fait qu'on apprécie les films, quoi. C'est le personnage en lui-même, quoi. Et c'est lui qui a fait découvrir on va dire la chorégraphie d'arts martiaux. Il y avait tellement, c'est vrai que il y avait une dimension un peu plus réaliste par rapport aux anciens films où tu voyais les mecs avec des câbles qui volaient, ou tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était pas encore connu. Les films asiatiques à l'époque d'arts martiaux, c'était pas connu. C'est vraiment Bruce Lee qui a lancé le truc. Ah ouais. Puis en plus, il a quand même lancé plein d'artistes martiaux. Pareil, Jackie Chan, justement. C'est un peu Jackie Chan, parce que Jackie Chan, il a été cascadeur sur les films de Bruce Lee, justement. Chuck Norris aussi. Mais Chuck Norris, c'est vrai qu'il y a cette scène dans l'arène, mais Chuck Norris, après, il a eu une carrière américaine, mais c'était plus des thrillers, tu sais, des films d'action, plus que des films d'arts martiaux, quoi. Dans Walker, c'était plus de l'art martial que l'action. Ouais. Mais Chuck Norris, lui, à la base, était quand même un champion de karaté renommé, donc c'était pas mal. Je pense qu'on fera une belle rubrique sur Bruce Lee, sur Jackie Chan prochainement, parce que j'ai vraiment envie de revenir sur cet artiste martial exceptionnel. Après, moi, la série Warriors, malheureusement, je l'ai pas vue. Ouais. Donc forcément, ça va être à toi de gérer le truc. Bien sûr. Donc on va rappeler un petit peu les faits, c'est qu'on est à la fin du 19e siècle et les Chinois débarquent à San Francisco, dans la ville de Chinatown, où il y a justement, ils sont exploités par les Blancs, quoi. On est dans cette période-là. Ce qu'il faut rappeler que c'est historiquement vrai, c'est-à-dire que on a importé les Chinois, enfin les États-Unis ont importé les Chinois pour construire le rail, pour développer en gros la civilisation, entre guillemets, tout ce qu'il fallait construire, etc. Et après, ils ont dit, vous démerdez. Ils ont développé le côté industriel et la main-d'œuvre, justement. Main-d'œuvre pas chère, tout simplement. Vraiment pas chère, et puis jetable à souhait, quoi. Jetable, c'est-à-dire que vous arrivez, vous faites votre travail, une fois que le travail est terminé, vous vous démerdez, c'est plus le problème. On le voit bien dans cette série, on voit bien qu'ils sont sous-estimés, que c'est vraiment du bétail, quoi, limite. C'est un peu aussi critiqué dans cette série, qui reprend aussi tout l'arrière-plan historique, parce que l'histoire de l'Amérique a été quand même été émaillée de peu de faits glorieux des Américains, quoi. Tu retiens l'esclavage, tu retiens l'exploitation de la main-d'œuvre, que ce soit chinoise, irlandaise, n'importe. Voilà, ils sont construits sur la sueur des autres. Ouais, c'est ça. Donc l'immigration et tout ça. Et puis au milieu de tout ça, il y a les gangs, et puis il y a ce qu'on appelle les tongs, donc les différentes factions de combattants et de truands, enfin c'est un peu les réminiscences des triades. Quoi, on a exporté un peu les triades vers les États-Unis, quoi. Et donc il y a toute cette guerre, et puis c'est développé à travers la série, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire
c'est-à-dire que il y a aussi le fait qu'il y a les Tongs d'un côté, il y a les politiciens qui sont véreux, il y a les Irlandais qui eux gueulent parce que les Chinois prennent leur boulot, donc ils se retrouvent à la rue aussi. Ils ont comme la main d'œuvre est moins chère, évidemment ils se retrouvent lésés, tu vois. Et puis aussi t'as le côté avec les policiers qui sont tantôt propres, tantôt corrompus, quoi. Ce qui est bien, dans chaque catégorie de personnes, il y a toujours une nuance, tu vois. Personne n'est jamais complètement méchant dans ces gens-là. Ah, Enfin, en espérant qu'on évite de tomber dans le cliché. Parce que, c'est ça, c'est ce que j'avais peur. Quoi. Si ça tombe dans le cliché, tous les Chinois ils font du karaté, après tous les Irlandais c'est des mecs qui gueulent, qui boivent et qui se tapent. Ouais, c'est un peu con d'en arriver là. Quoi. Ils font des tournois, mais on n'est pas dans la caricature et c'est ça qui fait un peu la force de cette série, c'est que quasiment tous les personnages. Bon, je dirais que la partie chinoise est la plus intéressante quand même parce qu'il y a plus de développement. Après, c'est écrit, si la fille de Stan Lee. Si la fille de Bruce Lee, elle a laissé les droits, je pense qu'il va avoir... c'est parce qu'elle voulait aussi qu'on mette qu'on montre un petit peu la réalité du peuple qui est arrivé pour construire un pays, alors qu'ils n'ont rien à faire là. Le descendant de Bruce Lee, quoi. Le descendant. Puis qu'ils ont été exploités pour construire un pays dans lesquels ils sont pas le bienvenu. Ils sont souvent maltraités, et puis on voit quand même que la cruauté des Blancs dans ce truc-là, hein, c'est que... on peut voir la violence dans certains cas chez les Irlandais ou chez les Chinois, mais on voit aussi la fourberie, je dirais, des bourgeois, par exemple. En fait, la violence physique des exploités, et après la violence morale des exploitants. Non, c'est ça, ouais. Donc ça c'est bien mis en avant. Et puis le personnage principal c'est Assam, et c'est lui qui arrive là, et il arrive dans le port de San Francisco. Et dès qu'il arrive, il est déjà provoqué. Donc déjà, t'as déjà un premier clin d'œil à Bruce Lee parce que il clone pas Bruce Lee, mais on sent, j'ai senti dans l'interprétation de Andrew Koji qui est formidable dans cette série. On voit toute l'arrogance, il est un petit peu arrogant Bruce Lee, hein, dans son style, on voyait sur les plateaux de télé ou peut-être sur les machins, mais c'était quelqu'un qui était très ouvert, mais on sent déjà l'arrogance et puis une force tranquille, tu sais, il va pas se mettre à gueuler, si que dans ses films il gueule beaucoup, mais là-dedans Andrew Koji, il est plutôt il fait une espèce d'art martial un petit peu sobre, tu vois. Bon, c'est pas, il va pas dire tu es déjà mort, je sais quoi, ou tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Mais on sent que l'adversaire qu'il va avoir en face, il va pas tenir plus de 30 secondes, quoi, tu vois, un truc comme ça. C'est beaucoup de techniques martiaux. Et je trouve qu'au niveau de chorégraphie, c'est très bien fait, c'est bien filmé, il y a une nervosité dans la mise en scène, c'est très violent, il y a beaucoup de sang, des fois ils se retrouvent de face à des adversaires qui sont rudes et qui ils s'en prennent plein la gueule et puis il sort quand même vainqueur, mais quoi qu'il y a un combat avec un autre chinois qui est vachement charismatique qu'on a vu dans The Raid d'ailleurs. C'est toujours bien filmé et ça prend et moi c'était une série qui passait tous les semaines, mais j'étais vraiment impatient de découvrir le prochain épisode, tu vois. Même la saison 2, au bout de la saison 1, t'as une espèce de suspense qui se crée, et puis tu reprends dans la saison 2. Bon, je vais dire que la saison 1 est quand même plus intéressante parce qu'il y a ce côté découverte, fraîcheur. Toujours quand t'as la découverte des personnages, intéressant. Après, quand t'es bien installé, tu te dis, merde, il y a des trucs qui se répètent un petit peu dans la saison 2, mais il y a tellement une scène d'ultra-violence dans les derniers épisodes que tu te dis, ah ouais, ils ont quand même été jusque-là, quoi. C'est intense, quoi. Il y a un épisode, c'est intense, ça dure pendant 50 minutes, il y a que de la baston, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment une série que c'est vraiment un coup de cœur, tu vois. J'ai hâte déjà de voir la saison 3. Et, je vois pas que dire parce que je vais pas non plus la spoiler complètement. Bon, c'est sur la chaîne Cinemax. Et puis, bon, bah, il y a toujours cette espèce de clin d'œil à Bruce Lee, notamment à la fin de la saison 2, où il s'arme de son nunchaku. On voit il reprend un peu les poses, les mimiques. Il a, tu sais, cette espèce de tic qu'il a sur son nez quand il fait. C'est vachement visuel. Je viens de le faire devant le micro. Donc il fait ça avec son nez, et puis on voit le côté Bruce Lee, il met ses mains en avant, tu sais, comme un peu comme sur l'affiche du jeu de la mort, tu sais. Mais vraiment, il s'approprie vraiment le personnage, quoi. Et puis ils ont bien développé l'intrigue de Warrior, et je trouve que c'est une franche réussite, quoi. Voilà ce que je pouvais un peu dire sur la saison de Warrior, sans trop déballer non plus trop l'histoire, parce que il y a vraiment des développements sur chaque catégorie de personnes. Maintenant, comme j'ai dit, les Chinois sont plus intéressants parce que il y a ce côté avec Assam et sa famille qui revient aussi. Bah, disons que si le héros est
forcément chinois, oui, il y aura plus de d'attachement au héros. C'est toujours comme ça. Mais des fois, ouais, tu peux t'attacher au héros, mais des fois, il y a des côtés qui sont pas sympathiques, tu vois. Il va faire des coups de pute, ou il va pas être très réglo avec certaines choses, tu vois. Donc, ils vont pas non plus le montrer au firmament de son caractère, de sa positive, quoi, de son allure positive, tu vois. C'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, quoi, à découvrir, si on aime bien un peu les séries historiques, les séries d'arts martiaux, ça mélange un peu de tout et c'est vachement réussi, quoi. Après, cette séquence de Bruce Lee Lives. Maintenant, on va partir sur du beaucoup plus calme. Parce que je vais parler de un ou deux mangas qui sont, en tout cas l'un sur les deux, pas du tout fantastiques, qui sortent de l'univers. Un vieux manga, donc 2013, d'abord en premier, qui est un petit peu fantastique, mais vraiment un petit peu léger, qui s'appelle Chunibyo. En fait, Chunibyo, c'est l'histoire d'un garçon, Yuta, qui passe du collège au lycée et qui change totalement d'environnement parce qu'au collège, c'était quelqu'un qui était atteint de ce qu'on appelle au Japon la chunibyo. Chunibyo, c'est quand on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est-à-dire que lui, il se prenait pour un super-héros avec des super-pouvoirs, sachant qu'il en a pas, mais pas du tout. Et du coup, il se tapait un peu la honte parce que c'était un peu pas le kéké du lycée, mais le kéké du collège, mais pas loin. Donc du coup, il décide de changer d'environnement complètement pour que les gens ne le reconnaissent pas et de devenir quelqu'un qui agit normalement. Et pas de bol pour lui, il va se faire vite rattraper par les personnages qui ont aussi eu la chunibyo et qui vont se retrouver donc dans son lycée, dans son collège. Et puis il va rencontrer notamment une jeune fille qui s'appelle Rika, et il va avoir une amourette qui va se créer entre les deux, et elle a complètement embrassé la chunibyo, c'est-à-dire que pour elle a des super pouvoirs, elle peut manipuler la matière noire, elle peut faire de la sorcellerie, ce qui est pas du tout vrai, c'est-à-dire que il nous montre des passages où elle manipule des dimensions et tout, mais c'est ce qui se passe dans sa tête, et c'est assez rigolo parce que t'as une amourette entre quelqu'un qui a vécu la chunibyo et qui veut absolument en sortir, et quelqu'un qui l'a complètement embrassé et qui vit que pour ça parce que elle a quelques problèmes dans sa vie et c'est une manière pour elle de s'évader. Et puis après, c'est une série de pas de quiproquos, mais de quand elle est dans son délire entre guillemets, lui arrive à la comprendre parce que comme il a été dans cette situation là, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et par contre lui il la ramène souvent à la réalité tout en respectant le fait qu'elle ait besoin de s'évader dans ses pensées pour pouvoir juste se sentir bien dans sa vie, quoi. Donc c'est un peu la vie rêvée d'un super-héros, quoi. En fait ils vivent une vie de lycéen normal, mais tout en disant qu'ils ont des super pouvoirs, alors que c'est pas vrai du tout, c'est vraiment, il n'y a pas de truc fantastique, ils sauvent pas la planète. Ouais, c'est pas du mytho, parce que pour eux c'est un moyen de s'évader de leur situation qui est pas génial. T'apprends notamment qu'elle vit avec sa sœur parce que ses parents ils se sont barrés, ils sont jamais revenus, et pour elle c'est une occasion de fuir la réalité qui est douloureuse, et pourtant de s'ancrer aussi dans la réalité en tombant amoureuse de quelqu'un et de vivre une vraie relation avec ce quelqu'un, quoi. C'est pas symptomatique un peu de ces gens, de ce mal-être, je veux dire social, de s'évader dans un autre monde pour éviter justement la laideur du monde réel, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Et chunibyo, c'est un vrai terme médical japonais. Ouais. C'est-à-dire, c'est des personnes vraiment comme ça. Ouais, mais il n'y a pas qu'au Japon aussi. Mais ils considèrent pas que c'est une maladie. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une phase dans ta vie où la réalité elle est tellement dégueulasse que tu as besoin de t'évader. Bon, il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a ce mal-être, de toute façon. Il y a ce mal-être partout. Si en Occident, ça peut être ailleurs, quoi. Même si on prend notre cas particulier, on fait des podcasts, on regarde beaucoup de trucs de science-fiction, de SF et tout. Ouais. Parce qu'il n'y a que ça qui nous fait rêver. Ouais. Si tu regardes la situation actuelle, pas grand chose qui te fait rêver, quoi. Tu vas pas regarder Joséphine Ange Gardien, je veux dire. Non, mais. Pour citer du pire, quoi. Voilà, ça me fait pas rêver, moi, Joséphine Ange Gardien. Ah bah non, mais bon, il y a beaucoup de séries françaises qui font pas rêver, quoi. Voilà. Donc s'évader du monde réel pour pouvoir vivre dans le monde, c'est-à-dire pour pouvoir bien vivre. Et elle, en fait, en embrassant, à dire, sa dimension de chunibyo, elle a des amis qui ont la chunibyo aussi, mais qui le vivent bien. Ils sont pas plus rejetés que les autres, ils sont pas plus mal vus que les autres, c'est-à-dire qu'ils vivent avec. Et après, tout ce petit groupe vit ensemble, et puis ça donne des situations cocasses, parce que l'autre, celle qui s'appelle Mori Summer, elle avait la chunibyo avant au collège, et il y a une des lycéennes qui a tombé sur un livre qu'elle avait écrit, un truc tout à fait barré, et puis des fois elle lit des passages devant tous les élèves. Alors du coup l'autre elle est gênée, puis ça donne des quiproquos, puis ça te prend aussi, après ça reste japonais, mais ça te montre aussi que si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pas pour ce que ça veut représenter, tu l'aimes pour
rien. C'est-à-dire que tu l'aimes pour la personne, pas pour ce qu'elle représente. Ouais. Et c'est ce que Yuta y arrive à faire, parce qu'il y a un moment, il arrive à lui enlever la Chunibyo, c'est-à-dire à dire ce serait bien que tu sois dans le monde réel, etc. Parce que voilà, la vie c'est le monde réel, c'est payer ses factures, c'est machin. Et après, elle dépérit complètement, c'est-à-dire qu'elle devient dépressive, etc. Et c'est lui qui l'a réinitié à la Chunibyo pour dire je vois pas pourquoi j'ai voulu te changer, si t'es comme ça, c'est pas à moi de changer. Et au niveau graphisme, c'est quoi? C'est le style traditionnel du manga? Style traditionnel du manga, graphique. Gros yeux et petit nez. Gros yeux, petit nez, pas trop de fanservice. Ah bon? C'est appréciable. Pas de culotte? Pas trop de culottes, il y en a quand même. Mais non, c'est vachement regardable. Tu peux regarder ça avec tes gosses. Et par rapport à ce que tu as déjà chroniqué avant, t'as une préférence pour celle-là ou pour les deux autres que tu disais? Moi j'ai une préférence pour High Score Girl parce que voilà, c'est récent. T'es fanboy? Ouais, puis fanboy des jeux vidéo. L'otaku. L'otaku. Voilà. Après, non, Chunibyo, c'est bien, ça se regarde bien. Encore un truc qui passait sur Game One où j'ai vu les 2 premiers épisodes et je me suis dit, il faut que je regarde le reste. Il y a pas à tortiller du cul, il faut que je regarde le reste. Il y a 2 saisons, donc ça doit faire une 20aine d'épisodes. Bon, c'est court, quoi. Ouais, c'est court, ça se regarde bien, c'est mimi tout plein, tu te sens pas oppressé quand tu regardes ça. C'est des épisodes de 20 minutes? Non, c'est une 20aine de minutes par épisode. Ouais, c'est quelque chose qui se regarde bien et puis... Ouais, tu te sens pas oppressé, tu te sens un peu plus détendu quand t'as regardé ça. Voilà, quand t'as 40 ans et que tu regardes des mômes de 16, c'est un peu compliqué, parce que tu te sens moins concerné, mais je veux dire, t'arrives quand même à avoir de l'intérêt pour cette série, puis ça te montre un peu après la vie au Japon, ce que tu fais quand t'as un date à cet âge-là, c'est-à-dire que tu vas dans des trucs, t'es tout gêné, machin, et puis voilà, c'est un truc qui se laisse vraiment bien regarder et que j'ai réussi à bincher aussi. Tu peux peut-être enchaîner sur ton deuxième. Justement, pareil, j'aimais bien High Score Girl parce que c'était sur les... parce que je suis plutôt un otaku. L'esprit otaku, ouais. Et justement, là, en parlant d'esprit otaku, le deuxième manga... je vais le dire en français. Ça s'appelle Otaku Otaku, ou alors L'amour est dur pour les otaku. Ouais, c'est Love is Hard. Love is hard for otaku. Parce que là, en japonais, ça va être assez compliqué à prononcer. C'est Wotaku no Koi wa Mazukashi. Okuto no Ken. Là, j'ai l'impression de dire une formule en latin pour faire apparaître un monstre. Et là, par contre, il y a que... je dirais... c'est pas un truc où il y a beaucoup d'épisodes, il y a 10-11 épisodes maximum. Et en fait, c'est une dame qui arrive... Enfin, une fille d'une 20-25 ans qui arrive dans une société. Et en fait, c'est une otaku, mais une otaku des cosplays. C'est-à-dire qu'elle adore faire du cosplay, elle va aux comiquettes, tous les trucs comme ça, quoi. Et en fait, elle veut juste rentrer dans la société pour gagner de l'argent. Elle est pas plus douée qu'un autre. Et elle se rend compte que dans cette société, il y a quelqu'un à qui elle était au collège et qui était réputé pour être un otaku des jeux vidéo. C'est-à-dire un gamer, quoi, tout simplement. Ouais. Et en fait, elle commence à lui parler et tout. Tu te rappelles d'avant et tout. Et puis lui, il dit je me rappelle de toi, surtout que t'étais une otaku du cosplay. Comment ça va Et en fait, elle, c'est plutôt une otaku de ce qu'on appelle le yaoi, c'est-à-dire les garçons qui couchent avec des garçons dans les mangas. Donc du coup, il la charrie là-dessus. Elle le charrie sur le fait des jeux vidéo, puis ils se retrouvent ensemble, quoi. C'est-à-dire que lui, il lui dit, on pourrait peut-être essayer de faire un bout de chemin ensemble. Et puis ils font un bout de chemin ensemble. Et c'est assez rigolo parce que chacun subit la passion de l'autre, mais la comprend parce qu'ils ont une passion dévorante aussi. Et après, dans ce milieu, il rencontre donc 2 autres personnes. Donc une qui est une otaku des cosplays, c'est-à-dire qu'elle s'habille en homme pour aller dans les comiquettes. Et l'autre, c'est un otaku de je sais plus quoi. Mais c'est pareil, il a une passion aussi dévorante. Et ces 2 personnes sortent aussi ensemble. Et ce qui fait que c'est un petit groupe de 4 personnes qui ont chacun leur passion, qui s'intéressent aux passions de l'autre, qui se font dévorer par leur passion. Et puis l'histoire d'amour qui te montre que quand tu dois subir la passion de l'autre, c'est compliqué. Mais que si l'autre n'accepte pas ta passion, tu peux pas t'en sortir non plus. Donc c'est des compromis pour ces personnes à chaque fois. Et puis c'est une série qui se laisse bien regarder. Il y a que 11 épisodes de 20 minutes, donc ça se laisse regarder assez facilement. On peut même tout regarder d'un coup. Et puis ça te montre que les rapports humains, c'est assez compliqué, mais que chacun doit mettre du sien pour pouvoir en fait s'aimer pour soi et aimer l'autre pour ce qu'il est. Il y a un esprit de tolérance, quoi. C'est très message, c'est très faut tolérer, il faut pas juger. De beaux petits mangas, manga-anime, on va dire. Ouais, des manga-anime, Chunibyo, comme il y a 2 saisons, faut compter une 20aine d'épisodes, donc là c'est un peu plus long à regarder, mais ça se regarde. Par contre, pour ceux qui ont un compte Amazon Prime, ils peuvent regarder Otaku, ou Love is Hard for Otaku. Parce que ça se regarde, mais d'une traite. Il y a beaucoup de mangas sur Amazon, parce que Netflix, je savais, mais... Il y a beaucoup de mangas, mais il y en a, je les conseille pas. Il y a Sugar Life que je conseille pas. Ouais. J'en avais déjà parlé dans notre précédent podcast. Un petit peu scabreux. Ouais, complètement. Là, elle tue des gens. Pour protéger son amour, entre guillemets, avec le jeune enfant. Alors, tu vois le genre. Non, là, je peux pas regarder. Sugar Life, j'ai pas su regarder jusqu'au bout. J'ai regardé 3-4 épisodes. J'ai dit, moi, j'arrête là. Des viols, des trucs incestueux, j'arrête là. C'est hard comme ça? C'est jamais montré,
mais tu le sens. Tu vois. Voilà. Enfin, il y a un ressenti, il y a une suggestion qui est forte, quoi. Il y a une grande suggestion qui te dit il y a un truc pas net qui se passe et moi je peux pas regarder ça. Je suis quelqu'un de trop pur pour regarder ça. Ouais, les Japonais ils sont un petit peu limite. Hein, non, ça dépend, il y a de tout. Tu dis là ils sont limite là-dessus, mais regarde quand tu regardes les trucs Life is Earth sur Otaku, Kuragehime ou Chunibyo ou des trucs comme ça va, ça reste soft. Quand même une production énorme de dessins animés, de manga anime au Japon maintenant. Bah tu sais le premier consommateur de manga. Il y en a combien le premier consommateur de manga c'est le Japon. Ouais. Le deuxième consommateur c'est la France. C'est la France. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'était pas le cas dans les années 80, mais bon, si on revient à tous les dessins animés, les machins, parce qu'on parlera d'Akira, parce que c'est du manga adulte, hein, Akira. Akira, c'est du manga adulte. Mais tu vois, t'as du manga adulte, t'as du manga enfant, t'as du shoujo, du shonen, t'as tous les trucs. Tu peux trouver un éventail colossal. J'ai notamment regardé un manga qui s'appelle Bartender. C'est juste un barman qui fait son travail, mais tu restes accroché dedans. C'est pas des enjeux super, ils jouent pas leur vie. Comme dans un One Piece ou un Dragon Ball, ils vont pas sauver l'univers, mais c'est intéressant à regarder. Comme Jace alors. Ouais, comme Jace, mais c'est intéressant à regarder pour la vie de tous les jours. Et après, même hors manga, il y a la production comme Samurai Gourmet ou Midnight Diner, qui sont aussi sur Netflix. Ça, c'est pas du manga, c'est du live. Et tu regardes aussi ça et tu te dis, j'en veux savoir plus sur les personnages et tu commences à t'attacher. Tu vois, ils ont une façon de tourner, enfin moi qui m'interpelle, puis des fois, ils ont de tout. Donc tu veux regarder un truc dynamique, tu veux regarder un truc seinen un peu plus gore, t'as qu'à regarder Parasite, tu veux regarder un truc qui va te mettre mal à l'aise, tu regardes Sugar Life, tu veux regarder un truc qui te détend, tu regardes un Bartender, tu veux regarder un truc tout mimi où tu pleures à la fin et t'es content pour tout le monde, tu regardes un Chunibyo, t'as que l'embarras du choix. Ouais, tu peux aussi regarder l'adaptation live de Cat Size si tu as envie de rigoler 2 minutes. Si t'as envie de te marrer, t'as des nanars aussi. Tu peux aller aussi à l'adaptation live de Sailor Moon. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est aussi un nanar. Allez, c'est mauvais. Ah, c'est à chier. Il y a mauvais et à chier. C'est le problème des adaptations japonaises, hein, mais on en a discuté quand même. Mais il y a un gros pourcentage d'adaptations live qui sont vraiment mauvaises, hein, quoi. Bah, le live, c'est compliqué. Quand tu regardes Boku no Hatsaki Kso, donc c'est Psyche Kso, donc ils ont un truc, c'est un manga qui est sorti donc sur Netflix qui est là, et c'est assez bien parce que le manga est dynamique, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais de fou, hein, c'est un dieu le mec. Et puis ils ont fait une série live, et là c'est à chier. Bon, c'est pas comme l'adaptation que je dirais que je la mets au-dessus des autres, c'est Space Battleship Yamato par exemple. Yamato, c'est bien tourné. Qui est très réussi, quoi. D'après Leiji Matsumoto, qui est le créateur d'Albator d'ailleurs. Mais là justement, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de manga Yamato. Ouais, mais il y a un manga anime quand même à la base. Ouais, mais je veux dire, là c'est un truc, c'est prévu pour être un film, c'est prévu pour être du live, donc là franchement c'est quand même mieux. Mais c'est vachement élevé parce qu'il c'est pas cheap quoi. Ah bon, c'est pas cheap du tout parce que tu veux dire Sailor Moon c'est cheap hein. Ouais, limite c'est niveau costume de Tokusatsu là, c'est cosplay quoi. C'est du cosplay quoi. Ah non, les Tokusatsu sont mieux réalisés qu'un Sailor Moon. Je vais te le dire. Ils ont même fait des versions de Dragon Ball en Thaïlande ou je sais plus dans un autre pays. Philippines. Ouais, Philippines. Un Filipino et un Taïwano-coréen. Ça fait mal ces versions-là. Hein. Ah bah ça pique les yeux. Je dis 4 size à côté, c'est du chef-d'œuvre quoi. Mais s'il y a du budget derrière, ça passe. Hein. J'ai du mal à me dire certaines adaptations. Il y a des trucs qui s'adaptent pas. Quand tu regardes le Death Note qu'ils ont adapté aux États-Unis. Ah oui, celui de Netflix là. Ah ouais, tu prends une bonne tartine de merde, t'auras une meilleure chair à manger ça. Hein. Ouais, il y avait aussi la bataille des planètes qui avait été adaptée aussi. Sinon, c'est 2 mangas, donc moi je vous les conseille, donc Otaku et Chunibyo. Alors moi je vous le conseille, vous pouvez regarder, ça vous détend. Ça changera pas votre vision du monde, mais au moins ça vous détendra. Et voilà, ça conclut notre nouveau podcast de l'année, et puis on répète une nouvelle fois tous nos meilleurs vœux pour l'année 2021, et puis à notre prochain podcast de rétrospective de Akira, justement, pour rester un petit peu dans le sujet. Je termine sur ces bons mots, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis on se revoit la prochaine, donc pour la continuité de la saison 4 des Podcasts. La saison 4.